Brigitte et Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. On va parler aujourd'hui de l'éducation à la sexualité et moi souvent je parle d'éducation à l'affectif parce que je crois qu'il est important dès leur plus jeune âge que les enfants soient plus à l'aise avec leurs émotions et puis évidemment aussi à l'aise avec leur corps. Lorsque j'entends certaines personnes qui pensent que c'est aux parents de tout apprendre, je suis pas tout à fait certaine. Même si bien sûr quand les parents sont là, présents, avec beaucoup de capacité à élever leurs enfants, c'est formidable. Malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup de familles qui ont des difficultés à parler de sexualité à leurs enfants. Alors, est-ce que c'est à l'école de pallier ce déficit? Est-ce que c'est à la société? On en parle ensemble et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour améliorer tout ça. On sait que de plus en plus de jeunes enfants ont accès à des images pornographiques. On va parler de tout ça également. Et mon invitée, Sophie Audugé, est l'autrice de ce livre, L'éducation sexuelle à l'école, aux éditions Artege. Et donc, elle va nous dire ce qu'elle en pense. Elle a évidemment dans ce livre donné beaucoup d'éléments et on pourra parler de beaucoup de choses. Aussi de ce que c'est qu'un jeune enfant, parce qu'on a tendance en tant qu'adulte à oublier qu'un enfant, eh bien, ce n'est pas un adulte et que sa relation à ses émotions et à son corps est bien différente de la nôtre. En tout cas, vous avez envie de réagir, vous êtes parents, vous êtes parfois choqués de ce qui se passe à l'école ou au contraire, vous avez envie de témoigner de comment justement peut-être l'infirmière scolaire a aidé votre enfant. Vous nous appelez au 0826 300 300. En programme aujourd'hui, en devise, nous allons évoquer je ne sais plus quoi, mais je vais vous le dire tout de suite. Nous allons parler des croyances qui enferment. Et puis, en Love Conseil, je vais vous parler du test de satisfaction. Et en Sexo Conseil, on va se déshabiller à l'aveugle. Voilà. Et puis tout de suite, j'accueille mon invitée, Sophie Audugé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes directrice de SOS Éducation et vous êtes aussi l'autrice de ce livre qui est un livre assez complet, j'ai envie de dire, sur ce qu'est la construction de l'enfant, de son plus jeune âge jusqu'au moment de l'adolescence. Vous parlez de sensorialité et je trouve que le terme est joliment choisi. Merci. C'était effectivement notre objectif avec les médecins avec lesquels j'ai fait ce travail, notamment Maurice Berger qui est co-auteur de ce livre, qui est un très très grand pédopsychiatre, et puis Régis Bruno qui est un pédopsychiatre également mais spécialiste du bébé, et puis Nicole Athéa qui est une gynécologue qui a beaucoup travaillé avec des adolescents. Et donc c'était intéressant pour nous qu'on puisse aborder le sujet sans dogmatisme, sans tabou également. Et on a vraiment cherché à se placer du point de vue de l'enfant et de l'adolescent. Et si vous avez ressenti, comme vous venez de l'exprimer, le fait qu'on avait pris soin justement de rappeler ce qu'était un enfant, de choisir ce terme de sensorialité pour parler de la période de l'enfance qui consiste à explorer son corps. Et puis après, on a une partie importante dédiée aux adolescents dans cette phase très particulière de notre époque que vous évoquiez également, où des contenus pornographiques sont à disposition très jeunes et où on a des études maintenant assez poussées qui nous expliquent. Et d'ailleurs, les chiffres sont inquiétants parce que plus on avance dans le temps, plus l'âge du premier, enfin de la première vision d'une image pornographique diminue. Donc, c'était il y a 10-12 ans, il y a 15 ans, et aujourd'hui c'est pratiquement c'est 8 ans. Alors, exactement. On peut bien imaginer qu'un enfant qui est de 8 ans qui voit une image pornographique, ça le traumatise. Cela dit,
encore une fois, la pornographie, c'est fait pour les adultes. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Bonne nouvelle, il semblerait que 4 sites pornographiques viennent d'être bloqués parce que justement, ils ne mettent pas assez en avant des systèmes pour interdire les enfants d'y avoir accès. Donc, on avance quand même. Vous avez l'impression qu'on avance dans ce domaine ? Oui, je pense d'abord c'est une très bonne nouvelle, hein, c'est une actualité d'aujourd'hui, donc oui, c'est une très très bonne nouvelle. Vous avez raison, on avance aussi parce que des parlementaires s'emparent du sujet. Il faut aussi reconnaître qu'on a dans notre pays la possibilité que des parlementaires engagent des travaux, ce qu'on appelle des commissions d'enquête avec des rapports. Et il y a un certain nombre de rapports qui ont été produits justement sur les ravages du porno chez les jeunes et qui ont demandé que des solutions soient trouvées pour évidemment faire respecter ce qu'est la loi quand même, comme vous le rappeliez, hein, je veux dire c'est interdit aux mineurs, donc avant 18 ans on ne devrait pas avoir accès. On sait que l'État a tenté des négociations avec les fournisseurs des accès, réseaux sociaux, etc. en vain. Donc là on salue ceux qui sont à l'initiative d'une telle prise de décision et c'est un pas en avant, bien sûr. Notamment l'association e-enfance qu'on peut féliciter de ce succès, bien sûr. Alors, vous parlez, Dion, de sensorialité. Moi, je parle souvent de sensualité, mais c'est déjà l'étape au-dessus, hein, la sensualité. La sensorialité, c'est réellement la prise de conscience de son corps avec ce que ça a d'agréable et de désagréable. Hein, on est bien d'accord. Alors oui, en fait, si vous voulez, si on a choisi d'utiliser ce terme, notamment avec Maurice Berger et Régis Bruno et Nicolas Théa, c'est pour une raison simple, c'est qu'en fait, on considère qu'il y a aujourd'hui une instrumentalisation d'un terme qui est un terme à l'origine psychiatrique, qui est la sexualité infantile, qui a été dévoyée dans le cadre d'un certain nombre de travaux, notamment de l'Organisation mondiale de la santé. À partir de cette terminologie qui avait un sens particulier au sens de Freud, qui était une référence à la floraison, et pas la floraison de la sexualité, ce qu'il a clairement explicité après dans ses travaux, bien sûr. Mais la floraison du savoir, c'est-à-dire cette pulsion qui est une pulsion de savoir et qui n'est pas une pulsion sexuelle, qui fait que l'enfant s'interroge sur l'origine de sa vie, voilà, d'où je viens, comment je suis né, etc., etc. Et cette pulsion de savoir, elle s'accompagne d'une exploration sensorielle et qui n'a rien de sexuel, puisqu'il n'y a pas de pulsion érotique. L'enfant n'en est pas là du tout, même il n'en a pas la capacité ni cognitive ni psychique. Donc, si vous voulez, face à les travaux qui ont été imposés par l'OMS et qui irriguent l'éducation à la sexualité telle qu'elle se met en œuvre à l'école dans les pays d'Europe, eh bien, nous, on a souhaité marquer une opposition scientifique et dire non, il y a une erreur dans cette traduction. L'enfant n'est pas sexuel, il naît sexué mais pas sexuel. Il est effectivement habité par tout un ensemble de développement sensoriel. Il y a l'élan vital absolument, qui lui donne envie de la découverte de tout et forcément par ses sens, basta quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'évidemment, on prend souvent l'exemple, si vous voulez, du petit garçon qui va tirer sur son sexe pour voir l'élasticité, etc. Mais on peut prendre aussi Régis Bruno, nous expliquait que c'était régulièrement, les petites filles arrivaient, elles s'étaient mis des perles dans le vagin, mais à ce moment-là, il n'y a rien de sexuel, on est dans l'exploration de la petite enfance. Après, on a également... Comme ils vont se mettre les doigts dans le nez ou dans la bouche ou dans les oreilles. Absolument, absolument. Et c'est vrai qu'on a repris aussi les travaux de plusieurs pédopsychiatres, notamment ceux qui ont travaillé sur la question de l'Oedipe, et notamment sur les enfants. Les enfants, quand ils veulent, les petits garçons qui veulent épouser maman, ou les petites filles qui veulent épouser papa. Ils ne veulent pas coucher avec papa ou avec maman, on est bien d'accord. Voilà, ils ne veulent pas être... Donc si vous voulez, c'était important pour nous de vraiment consacrer la première partie du livre dédiée à ce qu'est un enfant, pour qu'on respecte ce qu'est l'état de l'enfant en termes cognitifs, psychiques. Ça veut dire aussi qu'on acte le fait que ce sont des êtres vulnérables, puisque l'enfant ne peut pas comprendre ce qu'un adulte peut projeter sur lui. Absolument. Et je crois qu'on peut aussi rappeler ce qu'a fait Ferenczi avec le courant tendre et le courant sexuel pour ceux qui s'intéressent un peu à la psychanalyse et à la psychologie. Vous insistez beaucoup sur l'âge de 12 ans et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on parle toujours de 15 ans et en fait j'aime bien aussi dans ce livre la manière dont vous expliquez que finalement il faudrait commencer à considérer que l'enfant sort de l'enfance
total vers 12 ans. Alors oui, c'est intéressant que vous disiez vous preniez cet âge, parce qu'en fait, c'était des discussions un petit peu un bâton rompu entre nous. Et effectivement, c'est compliqué de donner un âge, parce que dès lors qu'on s'intéresse à l'enfant, on sait très bien que... Oui, bien sûr, c'est une généralité, encore une fois. Mais en même temps, on a besoin de généralité pour à un moment, avancer. C'est ça, on essaie de se dire, avant 12 ans, c'est quand même... peu fréquent, mais cela existe. On a des petites filles ou des petits garçons qui peuvent avoir une physiologie pubertaire à partir de 10 ou 11 ans. On a des petites filles qui ont des règles à 10 ans, à 11 ans. C'est éminemment traumatique pour elles, et c'est d'autant plus traumatique qu'elles sont les seules souvent du groupe classe à les avoir. Donc on ne nie pas du tout cette réalité. Par contre, on s'accorde à dire que l'âge moyen, c'est 12 ans, où effectivement les petites filles, enfin les jeunes filles qui deviennent des ados vont avoir leurs premières règles, et les garçons vont avoir leur première pulsion sexuelle comme ça. Et souvent leur première éjaculation, évidemment. Voilà, et ce qui était intéressant... Souvent par accident, d'ailleurs. Il faut peut-être le rappeler. C'est pas suite à une masturbation excessive, c'est souvent par accident. Alors justement, et d'ailleurs, on peut inviter peut-être les hommes qui nous écoutent de nous raconter leurs souvenirs de leur première éjaculation, et je pense que ça va beaucoup surprendre ceux qui nous écoutent. Oui, parce que vous avez raison, encore une fois, c'est-à-dire que nous, dans cette démarche, et c'est surtout la question qu'on s'est posée, notamment là avec Nicolas Théa, donc plus sur la partie adolescent, et avec Maurice Berger, c'est qu'en fait, pour plein de raisons, les études montrent que l'âge de la puberté avance un petit peu. Alors on n'est pas à 3, 4, 5 ans plus tôt, ça peut se compter en dizaines de mois, mais ça a une conséquence sur le jeune, bien sûr, on va dire l'adolescent qui quitte progressivement l'enfance pour rentrer dans l'adolescence. C'est-à-dire qu'il a un corps qui est prêt fonctionnellement à avoir une activité sexuelle, mais son psychisme n'en est pas là du tout. Et ce décalage, il faut l'accompagner. Et là-dessus, effectivement, je vous rejoins complètement. C'est-à-dire que à 13, 14, 15 ans, on n'a pas le même vécu social des copains, des copines. On n'est pas non plus dans la même, entre guillemets, individualisation avec les parents. On n'est pas encore rentré dans l'âge d'être contre ses parents, de se faire sa propre idée, etc. Et le corps, lui, a un peu d'avance. Comment on gère ça ? En gros, on a encore envie de rester l'enfant de papa et maman, mais en même temps, le corps nous appelle à quelque chose d'autre, et c'est donc ce paradoxe qui est parfois très, très troublant pour l'enfant. Eh bien, on va en parler avec vous au 0826 300 300. Vous avez envie de réagir, vous avez des enfants, des ados, ou vous avez envie de poser des questions, vous nous appelez et on sera ravis de vous donner la parole. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons l'éducation à l'affectif, à la sexualité, ou je ne sais quoi. Quel serait le titre idéal ? Peut-être que vous avez une idée, Sophie Audugé ? On devrait appeler ça comment ? Alors oui, nous on a fait des propositions parce qu'on était reçus par le Conseil supérieur des programmes dans le cadre du travail de réalisation de ces programmes. Et effectivement, nous on a fait des propositions de termes différents. On considère que le terme d'éducation à la sexualité n'est pas adapté puisqu'on n'éduque pas à la sexualité. La sexualité s'éprouve dans un rapport consenti entre personnes fonctionnelles sexuellement. Et puis surtout, on estime qu'avant l'âge de la puberté, ou comme on vient de le dire, les jeunes, les ados sont pas fonctionnels sexuellement, ça n'a aucun sens, et du coup on fait croire aux enfants que ce qui relève des relations, de l'affectif, serait sexuel. Or ça nous paraît également un autre biais qui est très ennuyeux, parce que si on souhaite faire réagir les enfants sur leur rapport aux autres, sur le fait d'être ensemble, de collaborer ensemble, de prendre soin les uns des autres, de se soucier des difficultés des uns et des autres. Ça, on le fait dans la vie avec toutes les personnes, sans qu'il y ait une relation ni amoureuse, ni sexuelle. Et donc, conditionner ces enseignements du relationnel, de l'affectif, du souci de l'autre, dans le cadre d'un enseignement qui s'appelle éducation à la sexualité, parce que les ministres qui se sont succédés... Alors, ce serait quoi votre proposition Alors nous, on a parlé d'éducation relationnelle.
Voilà. D'accord. Donc quand je dis éducation à l'affectif, finalement, on n'est pas loin. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'affectif n'est pas associé à l'amour et le sexuel exclusivement, mais qu'on est sur les relations aux autres, sur les sentiments qu'on éprouve les uns envers les autres, sur le respect des autres, sur une communication non violente, nous, c'est ce qu'on a préconisé, c'est-à-dire jusqu'à 12 ans, donc jusqu'au moins la classe de 5e, développer les compétences des enfants sur ce qu'on appelle les aptitudes relationnelles, la communication non violente, le respect la collaboration. de soi, le respect des autres, etc. Absolument, exactement. Eh bien, Delphine est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Alors moi j'ai eu 3 filles, donc elles sont grandes maintenant, mais c'est vrai que aborder la vie sexuelle, quand vous parliez tout à l'heure des enfants, rien qu'à la maternelle, apprendre que c'est leur corps, que c'est leur propriété, qu'on n'a pas le droit de toucher, déjà on n'a pas le droit de toucher, c'est son corps. Et ça, je l'ai appris à mes enfants. Et après, pour tout ce qui est éducation sexuelle, c'est sûr, elles ont eu des cours au collège. Bon, ce que je reprocherais, c'est qu'il n'y a pas assez de temps de parole libre. C'est-à-dire que c'est des enfants. Pour moi, il faut les laisser réfléchir et les laisser parler. Et moi, j'ai toujours eu une éducation avec mes enfants sans tabou. Moi, je prenais mon bain avec mes enfants, beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté d'expression. S'il y avait des questions, on leur répondait et toujours leur expliquer que leur corps leur appartient et qu'elles doivent se faire respecter. Et il faut toujours leur consentement. Ça a été une priorité pour moi. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est Violaine Guérin qui me l'avait apprise, de dire à l'enfant, est-ce que ça fait oui ou ça fait non. C'est quelque chose d'assez apte pour un enfant à comprendre, je trouve. Ah oui, surtout quand ils sont tout petits. Oui, bien sûr, évidemment, oui. Je voulais pas interrompre notre auditrice Delphine, c'est ça ? Oui, Delphine. Oui. Bonjour Delphine. Oui, alors, plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez très très bien exprimé le rôle des parents. Le rôle des parents, c'est l'éducation. Ça leur appartient. Alors c'est vrai qu'on ne nie pas, et on pourra peut-être y revenir, vous l'avez évoqué en début d'émission, que certains parents ne le font pas. Mais en l'occurrence, le devoir des parents, c'est d'éduquer leurs enfants, et notamment la première éducation, c'est effectivement celle que vous avez rappelée, où l'école doit arriver en complément. C'est ton corps est à toi. Ton corps est à toi, et ça c'est aussi ton corps est à toi, personne n'a le droit de le toucher, parce que il n'y a pas oui et non. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas à consentir dans une relation sexualisée avec un autre enfant ou avec un adulte. C'est-à-dire que la limite du oui-non fait qu'on pourrait laisser entendre qu'un enfant pourrait dire oui. Or, un enfant n'a pas à dire oui à partir du moment où on est dans une relation à caractère sexuel ou érotique, qui sont des concepts qu'il ne peut pas comprendre. L'enfant ne peut pas savoir à quoi ça correspond. Donc, en fait, nous, on explique, et on est très clair là-dessus, on est très favorable. On demande même, évidemment, de la prévention des tout-petits. On sait que 60% des enfants qui sont abusés le sont petits, à moins de 10 ans. Donc, effectivement, l'école doit se faire le relais dans toutes les situations de vie possibles. De ton corps est à toi, ton corps t'appartient, personne n'a le droit de le toucher, etc., etc. Après, la limite de ce que moi j'appelle le mythe du consentement, c'est qu'un enfant, il peut consentir à recevoir un baiser d'un adulte parent pour la politesse, mais il n'a pas à consentir à recevoir un baiser qui a une intention sexualisée. Et à ce titre-là, c'est très compliqué pour l'enfant de faire la différence. Les enfants sont des personnes évidemment très vulnérables qui ne peuvent pas se protéger tout seuls. C'est donc à nous de les protéger. Pour ce qui est ensuite des plus grands, comme Delphine l'évoquait, c'est-à-dire au moment de l'adolescence, là c'est plus compliqué dans le sens où l'enfant va devoir se séparer en fait de ses parents, prendre son propre chemin. Et là, les parents doivent faire attention de ne pas être dans une relation presque un peu voyeuriste de la sexualité de leur enfant, ce qui pourrait être un peu compliqué. Delphine évoquait qu'elle se baignait avec ses filles. J'imagine qu'elle n'a que des filles. Absolument, c'est pas tout à fait. Voilà, c'est important de préciser parce qu'un père sûr. qui se baignerait nu avec ses filles, c'est pas bon, c'est pas bien. On peut pas cautionner ce genre de choses. Voilà. Donc, je pense que c'est toujours très complexe. Oui, et puis je suppose, Delphine, que vous l'avez fait quand elles étaient petites et qu'à un moment donné, ça s'est arrêté forcément. Alors je reviens, Sophie, parce que vous m'avez rappelé un souvenir que j'ai eu avec ma deuxième. On avait une maison avec un jardin communiquant avec le jardin du voisin. Et ma deuxième avait 4 ans.
Et c'est ma maman qui l'avait remarqué. Le voisin appelait ma fille. En fait, au bout du jardin, il y avait une petite barrière où le voisin avait aussi des filles. Et il avait appelé ma fille pour lui faire un bisou. Et en fait, il l'avait embrassée sur la bouche. Et ça, non, moi j'ai dû expliquer à ma fille, non, tu peux pas. Tu peux pas te laisser embrasser par la bouche et tu peux pas embrasser par la bouche un adulte. Donc je lui avais expliqué, il faut tendre la joue. Parce que je dis, mais maman, c'est pas moi, c'est lui. Et donc, oui, elle avait raison lui. D'ailleurs, c'était lui, en effet. Lui. Et vous avez eu raison, et évidemment, de remarquer ça et de mettre le holà, parce que là, on peut penser que ça commence comme ça et on ne sait pas comment ça peut finir. Merci de rappeler cette anecdote et bravo Delphine d'avoir été vigilante. On va faire une petite pause. On vous invite évidemment à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300 et on se retrouve pour le Love Conseil. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Bien, on va parler du test de satisfaction. Vous pouvez bien sûr réagir, Sophie Audugé, même si on s'éloigne du sujet. On parle souvent de faire un bilan de sa relation et c'est en effet intéressant parce que ça permet quelques réajustements lorsqu'il y a des éléments qui fonctionnent moins bien dans le couple. Et donc c'est un peu l'objectif de ce test. Vous allez chacun de votre côté donner une note de 1 à 5 sur les différents thèmes, alors votre entente au quotidien, votre sexualité, votre communication, la vision de votre avenir commun. Et donc vous choisissez quatre thèmes, ce qui vous permettra donc d'arriver à une note sur 20 et quand vous ferez le total donc de ces 4 notes, vous arriverez peut-être à 20 et à ce moment-là votre couple va parfaitement bien. Si vous arrivez en dessous de 10, eh bien je crois que c'est important de regarder tous les deux dans quel domaine vous devez peut-être réajuster le tir. Et puis si vous obtenez 2 bonnes notes, rien ne vous empêche de voir ce que vous pourriez faire pour encore améliorer cette note. D'autant plus si vous avez noté très différemment ces 4 thèmes. Alors je les rappelle, l'entente au quotidien, la sexualité, la communication et la vision de son avenir commun. Vous voulez réagir à ce test? Non. Eh bien alors on va donner la parole à Marie qui est avec nous. Bonjour Marie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci Marie de réagir, d'autant que vous êtes institutrice en maternelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis institutrice en maternelle, alors j'ai aussi passé plusieurs années dans les classes des plus grands, donc j'ai un petit peu les deux visions. Oui. Pour moi, c'est la question en fait revient souvent de savoir si c'est à l'école ou à la maison que l'on doit apprendre tout ce qui relève de la sexualité aux enfants. Et finalement, moi j'ai tendance à répondre qu'il faut répondre aux enfants sur les questions qui relèvent vraiment des sciences, c'est-à-dire comment on fait les bébés, ça ils le demandent très souvent, ne pas mentir, mais répondre avec des choses. En tout cas, répondre à leurs questions quand ils les posent, oui, ça me paraît évident. Après, avec des mots qui conviennent aux enfants suivant leur âge, bien sûr. Bien sûr. Et ce que l'on avait fait, je travaillais avec une collègue en CM2, on avait mis en fait une caisse avec les enfants pouvaient poser des questions et les mettre à l'intérieur de manière anonyme pour notre cours de reproduction. Et finalement, je trouvais ça hyper intéressant parce que les enfants pouvaient se lâcher. Et là, pour le coup, tout ce qui relevait vraiment du scientifique, on en parlait. Mais moi, j'ai par exemple eu un enfant qui m'a posé la question: comment font 2 hommes pour faire l'amour? Donc là, j'ai lu la question et je leur ai dit, par contre, ce domaine-là, c'est le domaine vraiment du sexe. Alors, de l'intime, c'est mieux, à mon avis, de répondre que du sexe. Oui, alors c'est vrai, de l'intime. Et donc ces questions-là, c'est plutôt avec vos parents que vous devez en parler. Après, ça s'appelle renvoyer la patate chaude, hein, Marie. Non, pas forcément, parce que les parents sont très frileux. Il y a eu une polémique où on a accusé d'apprendre aux enfants à se masturber en maternelle. Où je pensais pas que les parents y croiraient, mais si, on a énormément de parents qui sont revenus vers nous pour nous demander si c'était vrai. Bien évidemment que non. Mais c'est vrai qu'en fait, les enfants à 3 ans, ils ont déjà des comportements. Ils se mettent la main dans la culotte. Pendant la sieste, il y en a. Oui, mais alors voilà, on va réagir à ce que vous venez de dire. En effet, c'est vrai que les enfants vont se toucher
Mais c'est pas avec alors ils vont peut-être même se caresser le pénis ou la vulve, hein. Mais c'est pas forcément dans le but sexuel. Hein. Vous êtes. Oui, non. Alors, il y aurait beaucoup de choses à répondre à Marie. Tout d'abord, quand vous dites que des parents ont dit que dans des écoles et dans des maternelles, on expliquait la masturbation et que c'est faux, je suis désolée de vous dire que vous avez tort. Alors tant mieux si c'est pas fait dans votre école, tant mieux si c'est pas fait dans la plupart des écoles. Mais il y a des écoles où c'est fait, où on lit des livres à des enfants avant la sieste à 3-4 ans, où on leur explique la masturbation. Donc ça existe. Hein, si je ça précise d'ailleurs que dans votre livre, vous indiquez dans de nombreux passages ce qui se passe dans certains établissements. Oui, on a c'est des centaines de cas. Hein, bien sûr. C'est assez consternant, bien sûr. Je reconnais. Ouais. Bien sûr, on les a pas tous, on les publie pas tous. Évidemment, mais on a quand même de très nombreux cas. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de produire ce travail et de réexpliquer des choses qui peuvent paraître à certains évidents, ce qui a priori paraît à Marie évident. Alors, déjà, effectivement, le fait de... Il y a plusieurs choses qu'a dit Marie qui sont importantes. Tout d'abord, on n'a pas évoqué le registre de la sexualité adulte à des enfants à partir du moment où ils sont prépubères. Ça, c'est un principe de base. D'abord parce qu'ils n'en ont pas besoin pour grandir. Or, l'école, sauf avis contraire, mais pour l'instant, c'est pas le cas, a pour mission d'instruire des enfants dans leur intérêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'ont pas besoin de cette information et de cette connaissance pour grandir, on n'a pas à la leur communiquer parce qu'ils ne peuvent pas ni la comprendre ni l'éprouver. Or, l'enfant va avoir un processus d'apprentissage qui passe par la mise en œuvre. C'est comme ça jusqu'à ce qu'il acquiert... Mais, excusez-moi, je vous coupe, mais Sophie Odieu, ce qu'on entend souvent, et donc je me fais un peu l'avocat du diable, ce qu'on entend souvent, c'est il faut protéger les enfants des images pornographiques qui peuvent leur sauter aux yeux sans qu'ils aillent les chercher. Donc, il faut en amont un discours sur la pornographie et la sexualité. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, ce que je voudrais juste, pardon, si vous me permettez, Brigitte, je voudrais quand même répondre à Marie sur un point où Marie a dit, on a mis une boîte, on a mis des questions dedans et on a... c'est les enfants qui ont mis des questions dans la boîte. Oui, voilà. Mais la question d'un enfant n'est pas la question de tous les enfants de la classe. Ce procédé-là ne correspond pas à ce qu'il faut faire quand on s'adresse à une classe. Pourquoi ? Parce que ce faisant, on va précéder des questions de certains enfants. C'est-à-dire pour répondre à la question d'une partie de la classe, on va précéder des questions sur un registre qui est celui de l'intime d'une autre partie de la classe. Et ça, c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. Donc ça, tous les pédopsychiatres sont très clairs là-dessus. Je rappelle, on parle d'enfants, on est à moins de 12 ans. Hein. Donc à partir du moment, si vous voulez, où on précède les questions des enfants, potentiellement, on les met en difficulté. On les met en difficulté de deux manières. Soit on risque de leur imposer des images, des propos, des contenus qu'ils ne sont pas en capacité de recevoir. Donc ça va submerger leur psychisme. Mais vous ne pensez pas, et Marie, vous pouvez réagir, vous ne pensez pas qu'on peut aussi répondre à n'importe quelle question sans pas forcément donner des détails qui seraient sexuels ? Alors, oui, mais dans ces cas-là, on ne répond pas à la question. C'est-à-dire quand Marie dit... Ah si, on peut répondre à la question, mais d'une manière très générale et très éloignée du sexuel. Par exemple, quand Marie prend l'exemple de comment deux hommes font l'amour ensemble, on peut répondre, c'est de l'intime, tu comprendras plus tard. Voilà. Et là, on donne aucun indice. Oui, voilà. Là, je suis plutôt d'accord. Non, mais ça, je suis bien d'accord, mais dans ces cas-là, on ne répond pas à la question. Si, on répond à la question. Mais ça, je suis d'accord. On fait un pas de côté, c'est-à-dire qu'on répond à la question. Si vous voulez, mais je suis d'accord avec vous, mais c'est ce qu'on propose dans le livre. D'ailleurs, de dire aux parents qui sont peut-être mal à l'aise sur ces... Parce que c'est quand même important, enfin je ne sais pas, mais cet enfant qui pose cette question-là, ça me paraît important. Ça veut dire que quelque part, ça le travaille et il vaut mieux lui donner une réponse, même si c'est une réponse qui n'est pas une réponse très précise. Oui, lui dire que c'est possible, que c'est Allez-y possible. Marie, je vous en prie. Non, mais c'est effectivement de dire que c'est possible, c'est-à-dire que je comprends votre discours. Pour moi, l'important, c'est que chaque enfant, en fait, la ligne directrice de tous ces apprentissages, pour moi, c'est ton corps t'appartient, le consentement, et c'est vraiment ça qu'on essaie d'apprendre aux enfants. Après, encore que, attention, parce que le consentement, un enfant ne peut pas consentir. Non, mais justement, bien leur faire comprendre que le corps, très rapidement, par exemple, c'est leur faire comprendre qu'une personne ne doit les toucher tant qu'ils ne sont pas d'accord. Même s'ils sont d'accord.
même s'ils sont d'accord, un enfant ne peut pas se laisser toucher son corps par un adulte qui projetterait quelque chose sur lui. Sauf le médecin. Mais oui, mais si vous les voyez, on est obligé de préciser à chaque fois. Et d'ailleurs, là aussi, on a un travail à faire de la société. Absolument. C'est-à-dire que les médecins devraient eux-mêmes s'approprier cette démarche. C'est-à-dire que les médecins demande autorisation à chaque fois à un enfant pour dire voilà, je te demande l'autorisation parce que tu sais qu'un adulte ne peut pas toucher ton corps sans ton autorisation. Moi, je te demande parce que je suis ton médecin et donc dans le cadre de mon métier, je peux te le demander, je te le demande quand même parce que je veux que tu me dises d'accord. Mais si j'étais pas ton médecin et si c'était pas pour ta santé, je n'aurais pas le droit de le faire. Et si je le fais, c'est parce que là, j'ai besoin de regarder cette partie de ton corps qui relève de l'intime et que personne n'a le droit, en tant qu'adulte, ni même des enfants, de toucher ou de regarder. Voilà. Parce que c'est très complexe comme question et comme apprentissage. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le caractère complexe de ce sujet et notamment la question du consentement. Brigitte, c'est pour ça qu'on en parle, oui. Non mais voilà, mais vous avez raison, c'est-à-dire qu'à la fois on peut dire à un enfant tu as le droit de consentir à prêter ton jouet parce que moi j'ai vu beaucoup de supports pédagogiques qui étaient développés où on faisait notamment une vidéo où on propose une tasse de thé, tu as le droit de dire oui ou non à la tasse de thé. Je suis désolée, mais la tasse de thé ou toucher le sexe d'un adulte, moi je fais pas, c'est pas pareil quoi. C'est ridicule. Oui, je connais cette vidéo. Vous voyez. Donc si vous voulez, je crois que c'est important de ne pas sous-estimer le fait qu'il y a aujourd'hui dans une classe à peu près 2 enfants qui sont abusés dans 50% de la sphère familiale, 25% dans des activités notamment sportives, religieuses, etc. Et sinon institutions scolaires ou activités sportives. Donc si vous voulez, ça on le sait, ça veut dire que ces enfants-là, on doit leur rappeler un discours très simple. Il y en a 2. Le premier qu'on connaît tous, c'était « Ton corps t'appartient, personne n'a le droit de toucher ». Le deuxième, « Merci, la civise ». C'est « Je te crois, je te protège ». Je ne mets pas en cause ta parole, « Je te crois, je te protège ». Et il y a dans cet espace qui s'appelle école des personnes de confiance qui pourront recevoir ta parole et te protéger. Et c'est ça qu'on doit leur dire en permanence et dans toutes les occasions de vie. Tu lui as touché les fesses ? Non, t'as pas le droit de lui toucher les fesses. Non, mais c'était pour jouer. Non, c'est pas pour jouer. Les fesses, t'as pas le droit. Oui, mais il m'a dit oui. Non, il a pas dit oui. T'as pas le droit. C'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est très important de le rappeler. Et parfois, je dis pas que... D'abord, on a des cas, c'est pour ça que je me suis permis de dire à Marie que les cas qu'on retranscrit, ils sont réels. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut qu'on soit tous conscients que la mission qui est donnée à l'école dans ce cadre-là, c'est une mission de prévention, c'est la mission de protéger des êtres qui sont vulnérables, qui sont les enfants. Et à ce titre-là, on doit faire très attention parce que parfois, pour de bonnes intentions, avec les meilleures raisons du monde, on peut parfois mettre en danger des élèves ou ne pas repérer des enfants qui sont en difficulté parce que justement ils sont abusés. Marie, merci en tout cas d'avoir témoigné. Je vous laisse, mais vous aviez certainement encore plein de choses à nous dire, mais on doit faire une petite pause et on se retrouve dans un instant, toujours avec vous, bien sûr, 0826 300 300. Vous pouvez réagir, bien sûr, vous avez la parole, c'est vous qui avez la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous parlons de l'éducation sexuelle à l'école. C'est le titre du livre de Sophie Audugé qui est avec nous aux éditions Artege. Vous êtes directrice de SOS Éducation, spécialiste des politiques éducatives. Et c'est Olivier qui est avec nous maintenant. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Sophie, bonjour Brigitte. Bonjour. Merci pour vos émissions. Mais je vous en prie. Vous êtes enseignant et vous avez un fils qui a 19 ans maintenant, hein ? C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc moi j'aimerais mettre l'éclairage sur quelque chose, c'est l'intimité des adolescents. Parce que je les pratique au quotidien et j'aimerais dire qu'ils, même s'ils ont une apparence solide, c'est-à-dire une apparence aussi d'ayant compris que ce soit un cours ou que ce soit une intervention, à l'intérieur ils restent très fragiles et très vulnérables et que même si on aborde l'éducation, l'éducation, je parle évidemment sexuelle, d'une manière que ce soit, de n'importe quelle manière, ça touche à l'intime et on ne sait pas, nous autres adultes, comment ça va être reçu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un boomerang quelques années après et j'aimerais témoigner sur ce qui m'est arrivé moi quand j'étais ado. Allez-y, voilà, oui, justement ça. Quand j'étais ado, donc moi je suis né en 71. Vous aviez quel âge parce qu'ado c'est
Alors quand j'avais, on va dire, quand j'avais À peu près, 13-14 ans, D'accord. il y a eu l'épidémie de sida dans le monde. Oui. Et c'était le préservatif pour tout le monde. Mais on a eu nous une approche. Enfin, on nous a donné une approche comme le rapport sexuel étant dangereux. Voilà. Donc dangereux parce que ça peut transmettre des maladies, dangereux parce que on peut mettre une fille enceinte et etc. Et dans tous les cas, c'est quand même dangereux. Voilà. Donc nous, on était là pétrifiés avec ça parce qu'on se posait des questions en tant que garçon évidemment, et on avait ce côté danger avant tout en fait. Et donc il y a eu les phallus en plastique avec une dame qui nous montre comment on met un préservatif. Moi sur le coup, j'ai très bien pris ça. Hein. J'ai pris mes cours. Hein. Enfin, disons que c'était des interventions. Hein. Mais quand j'ai eu mon premier rapport sexuel, aïe aïe aïe, je me suis senti coupable. Voilà. Coupable, c'est-à-dire oui. je fais quelque chose de C'est pas bien, potentiellement ultra dangereux. Voilà. Donc voilà, donc j'aimerais, voilà, donc moi c'est quelques années après que ça m'a bloqué, que ça m'a un petit peu chamboulé ça, et finalement je ne m'en suis jamais défait. C'est-à-dire que j'ai toujours ça en moi. Voilà, j'ai toujours cette ce côté il faut pas le faire quand même, c'est pas nécessaire, voilà. Oui, c'est important votre témoignage, et je vais ajouter quelque chose que je ne cesse de répéter. Notre sexualité en tant qu'être humain, elle se construit de manière très cognitive. Et donc tout ce qu'on va entendre, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va traverser va faire que notre sexualité, elle va aller dans un sens ou dans un autre. Et merci de ce témoignage parce que oui, voilà toute la difficulté. Une éducation à la sexualité qui serait trop qui montrerait trop les dangers de la sexualité, c'est pas terrible. Une éducation à la sexualité qui serait trop libertaire, ça serait pas bon non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vrai que c'est. Alors on évoque ce qu'évoquait Olivier. Hein, c'est Olivier. Oui. À l'antenne, effectivement, on l'évoque pas mal dans le livre sur la partie adolescent pour une raison simple, c'est que Nicole Athéa était en première ligne en fait dans cette époque-là, hein, c'est-à-dire ce qu'on a appelé le choc SIDA, où effectivement le choc était tellement terrible qu'en fait on est devenu, on a introduit cette obligation d'éducation à la sexualité avec un tout hygiéniste. C'est-à-dire en gros le message c'était tu peux faire n'importe quoi mais fais-le protéger. Et ça a produit effectivement parfaitement ce que décrit Olivier. Et ce que rappelait, et sur quoi on a travaillé avec Nicole Athéa, c'était de dire, en fait, il faut revenir à pourquoi je fais cet acte d'amour, pourquoi je fais cet acte sexuel. C'est-à-dire pas au comment, ne pas avoir une obsession du comment hygiéniste, mais du pourquoi. Et je pense que c'est tout le travail qu'on doit faire avec des adolescents. Et c'est pour ça qu'on explique aussi cette à la fois altérité et cette différence des sexes, c'est-à-dire les attentes des garçons et les attentes des filles, en tous les cas quand ils sont des adolescents, ne sont pas les mêmes. Je me permets justement de lire un extrait de ce livre que je trouve très intéressant justement. À partir de 15 ans, réfléchir sur les 5 modes d'entrée dans une relation et l'impact sur soi. Et donc vous citez la pulsion sexuelle, hein, bien sûr, l'attirance sexuelle, le sentiment amoureux, la passion amoureuse et l'amour. Et on voit bien que la première relation sexuelle, elle n'est pas forcément d'amour, elle est parfois de pulsion et puis parfois elle est de passion amoureuse. Enfin, et ça c'est important aussi parce que on imagine bien. Olivier, votre première fois, alors justement malgré oui. tout, c'était quoi? C'était. Alors moi c'était très passionnel. D'accord. C'était une jeune fille, j'étais éperdument amoureux, elle aussi. Et on a fait chacun notre première fois en même temps. Donc c'était impossible d'introduire quoi que ce soit de plastique, c'était tellement déjà compliqué. Voilà, ça a été vraiment un moment très très compliqué qu'on a préparé ensemble. Est-ce qu'on va le faire? Oui, non, etc. Mais au moment
au moment de faire l'amour, c'était impossible de mettre ça, quoi. De mettre le préservatif, vous voulez déjà, dire. moi, j'avais jamais vu un corps de fille, elle non plus, un corps de garçon, donc ça aurait été un drame. Est-ce que vous pensez, Olivier, que sans l'obligation du préservatif qui vous avait été donc largement dictée, vous auriez eu une meilleure première fois? Oui, parce qu'il y avait quand même ce côté, comme je le mets pas, le préservatif, pour des raisons émotionnelles, des raisons d'intimité énormes, parce que voilà, on se montre, voilà. En plus, voilà, la première fois, ça peut être, en plus, on avait dit, attention, la première fois, ça peut être catastrophique, etc., machin. Et c'était ultra dangereux. Alors elle prenait la pilule. Donc on n'avait pas le côté... Oui, parce que c'était votre première fois tous les deux, il n'y avait aucune raison de mettre un préservatif en fait. Oui, mais alors attention, parce qu'il y avait le discours de l'époque, c'était oui, tout le monde je sais. En plus, j'avais eu une discussion avec mes parents avec ça, parce qu'on leur redisait, voilà, mais on nous a dit au collège qu'il fallait mettre, que tout le monde devait mettre tout le monde, parce que il fallait enrayer l'épidémie. Et là, je leur demande, est-ce que vous le mettez? et alors, ils me disent, ah ben non. Je dis, comment ça, non, vous le mettez pas? Donc là, je comprenais rien. Je dis, il y a des adultes qui se permettent de pas le mettre parce que c'est pas pareil ou je n'en sais quoi. Et on va demander aux enfants aux jeunes ados, on va dire, c'est leur première fois d'assumer quelque chose de mondial. Enfin, c'était vraiment dans ma tête. Il est formidable votre témoignage, parce que ça montre bien que l'information qu'on vous a donnée, elle se voulait bonne, mais visiblement, elle n'a pas dû être très, très, très explicite, parce que vous n'avez rien compris. Enfin, donc, vous n'avez pas l'air totalement idiot, donc je pense que c'est... Non, mais j'avais 13-14 ans. Donc mais ça prouve quand même que vous pouviez parler de tout avec vos parents. Je trouve que c'est un beau témoignage aussi de ce point de vue-là, parce qu'on a tendance à faire croire que on peut parler de rien avec les parents, etc. Bon, quand non, on peut parler, on est avec votre génération qui est exactement la même, puisqu'on doit avoir quelques mois d'écart. Et effectivement, si vous pouviez parler à vos parents à ce point-là en leur disant, écoutez, est-ce que vous les mettez ou vous en mettez ou pas, et qu'ils vous répondent, non, ça prouve que quand même, sans rentrer dans la sexualité des uns et des autres, ce qui est la frontière de l'intime, de la sexualité des parents vs la sexualité de l'enfant. Donc sans rentrer dans vos sexualités à chacun, vous aviez pu parler de sujets importants, sans tabou, et je trouve que c'est aussi, de ce point de vue-là, le témoignage est intéressant aussi. Il faut dire que la discussion avait été houleuse, parce que mes parents avaient été choqués que j'ose leur demander s'ils mettaient un préservatif. Voilà, c'était un peu... Parce que... Et ils vous ont pas répondu pourquoi ils n'en mettaient pas? Non, si, mais ils m'ont dit non, mais nous c'est pas pareil, on est mariés depuis longtemps, et etc. Oui, mais c'est pas une réponse claire. Non, c'est pas clair, parce que bon. Ça n'a pas dû vous aider beaucoup. Non, ça m'a pas aidé, parce que bon, je savais ce que c'était que des aventures extra-conjugales, etc. à l'époque. Je ne doute pas de mes parents, mais c'est pas ça. C'était le fait de me répondre à ça, c'est pas pareil. Ça nous remettait, nous autres ados, encore plus la pression de résoudre un problème qui n'est pas le nôtre. Voilà, c'était ça l'histoire. Voilà. Ouais. Ça montre bien que la difficulté, moi je suis persuadée que c'est pratiquement impossible que quelqu'un puisse donner une explication claire et positive à l'éducation sexuelle dans une classe, parce que forcément chaque enfant va interpréter différemment. Donc c'est pour ça que c'était un sujet... C'est un sujet très très complexe. Oui, c'est un sujet très complexe, et comme le disait très bien Olivier aussi, c'est un sujet intime. Et donc voilà, l'adolescent qui était Olivier n'est pas le même qu'un camarade de classe d'Olivier qui avait peut-être une autre sensibilité, qui avait une intimité différente. Et dans un groupe classe, on parle à tout le monde. Donc c'est important effectivement de pouvoir à la fois rappeler des informations essentielles, et puis aussi parler de la relation. Je crois qu'Olivier l'a très bien dit. On ne parlait pas de la relation. Et on voit aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre par rapport aux adolescents, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des garçons où on pensait... Si vous voulez, ce qui est assez surprenant par rapport à la génération qui est celle d'Olivier, et même, je pense, la vôtre, Brigitte, c'est-à-dire qu'on a
pensait qu'on allait évoluer, et en fait on se rend compte qu'on donne des obligations de performance encore plus fortes sur les jeunes d'aujourd'hui, et les filles ont des obligations de performance physique encore plus fortes aujourd'hui aussi. Finalement, on a une santé mentale des jeunes qui est catastrophique, avec Absolument. un taux de dépression. On en parle après les infos. Vous pourrez vous aussi réagir. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à faire notre part, hein, comme dit le petit colibri. L'éducation sexuelle à l'école, c'est le titre de votre livre, Sophie Audugé, aux éditions Artege. Les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question justement parce que vous poussez un coup de gueule, hein, sur le tout et le n'importe quoi qu'on essaye d'apprendre aux enfants, parfois très jeunes, hein, et notamment on peut en parler aussi, hein, sur les questions de genre, hein, où là aussi ça dérape assez souvent, et on va continuer évidemment à en parler. On a beaucoup d'appels. On va donner la parole à Sarah dans un instant, mais d'abord on va décoder cette devise: attention aux croyances qui enferment. Oui, on a des croyances. Généralement ça nous permet de tenir debout, ça nous rassure, mais il faut se méfier de nos jugements, de la comparaison, de l'envie, parce que ce sont des sentiments qui vont nous tirer vers le bas et qui vont gaspiller notre énergie et notre ouverture au monde. Et très souvent, aussi bien les jugements, la comparaison et l'envie sont le fruit des croyances ou de souvenirs qui sont négatifs et qui n'ont pas été digérés. Donc je crois que je suis pas contre le fait qu'on ait des croyances, mais je pense que de temps en temps, c'est bien d'aller les revisiter, nos croyances. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc parce qu'on a tous des croyances, c'est normal, c'est ce qui nous permet aussi parfois de tenir debout, notamment dans des moments difficiles. Sarah, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Madame Audugé. Bonjour Madame. Donc vous êtes professeure, hein, c'est bien ça, Sarah ? Oui, je suis professeure de français et de théâtre en collège. Donc j'ai des élèves qui ne sont pas, comme Madame Audugé disait, des enfants très jeunes avec lesquels, franchement, je ne saurais pas aborder. Et à mon avis, d'ailleurs, il ne faut pas l'aborder. Ça, c'est mon point de vue. Mais moi, j'ai affaire à des adolescents, des pré-ados parfois, et qui donc sont à l'âge où l'éducation sexuelle est officiellement au programme. C'est-à-dire qu'en quatrième, quand je dis quatrième, en SVT, Sciences et Vie de la Terre, ils ont le programme l'éducation sexuelle. Et alors le professeur de SVT est très sympa et on travaille ensemble. C'est-à-dire que lui, par exemple, on travaille sur la contraception, il leur donne des fiches en leur expliquant les différents moyens, et pour qu'ils les intègrent, il leur demande de se rapprocher de moi parce que je suis prof de théâtre. Donc je leur fais faire sous forme de sketch. Ce qui est intéressant, c'est que déjà le fait qu'une autre matière arrive, que les matières, qu'on aborde un sujet de SVT en français, déjà ça les perturbe au début. Et donc il y a des réactions de pudeur immédiates. Et moi, mon travail à ce moment-là, c'est de dédramatiser et d'ouvrir la parole. C'est-à-dire qu'au début, vous savez, ils ont peur, donc ils ricanent parce que c'est des ados. Et petit à petit, leur dire, on ricane pas, c'est très sérieux, c'est très important, il faut vous exprimer. Et tout de suite, c'est tout à fait curieux, à l'allure à laquelle ils comprennent. Et au contraire, il y a un débat réel qui se fait, qui est vraiment passionnant, auquel en général j'associe des œuvres littéraires pour leur montrer que les problèmes qu'ils ont à 14 ans, Rimbaud les a déjà vécus, etc. Et ça leur donne une sorte de parrainage et de sécurité qui entraîne après en extrascolaire des confidences dont je suis très fière et très honorée, et qui, je pense, les aide. Et ça permet de faire le tour de toutes ces croyances. Par exemple, elles peuvent être culturelles, elles peuvent aussi être tout simplement des choses qui se disent entre eux. Nous, on est dans un autre monde. Moi, j'ai 59 ans. Donc, j'ai oublié ce que c'était d'avoir 14 ans à cette époque précise. Et alors, c'est intéressant parce que, petit à petit, on essaie de déconstruire leurs croyances, mais c'est pas facile. Oui, c'est toujours le problème, et vous le rappelez, Sarah, hein, c'est qu'on a oublié, nous, quand on était ado, cette ignorance, cette innocence, hein, j'ai même envie de dire que l'on avait. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, ces ados de 14 ans, ils entendent des mots. Ils voient des mots qui sont des mots qu'ils ne comprennent pas toujours et qui peuvent peut-être les faire ricaner, mais qui quand même quelque part peuvent nécessiter un petit peu de dialogue. Hein.
Ce qui est pratique, c'est le scientifique. C'est-à-dire que dès qu'on revient, c'est là que mon collègue... Oui, bien sûr, le biologique et scientifique, voilà. Absolument. Dès qu'on arrive sur du biologique, on les calme, on leur dit, mais tu as besoin de savoir comment marche ton corps. Et alors, je les incite à parler pour déconstruire. Par exemple, les filles me disent, la pilule, c'est génial. Mais j'ai dit, mais attends, vous connaissez les effets secondaires des pilules? Et puis la pilule du lendemain, c'est rien du tout. Vous savez ce que c'est que la pilule du lendemain et le mal que ça peut faire. Et ça, les profs leur disent pas souvent. Donc, moi, au début, j'hésitais à faire part de mon expérience personnelle. C'est quand même dur en tant qu'enseignant. Je pense qu'il y a des enseignants qui nous écoutent. Raconter votre vie privée à des ados, c'est pas évident. Mais je crois que c'est fondamental. Je pense pas que ce soit... non, je pense pas que ce soit fondamental. Pourquoi, mais c'est pas facile. Moi, je suis obligée de leur dire carrément des choses. Sur mes propres expériences sexuelles, je leur dis carrément. Au début, j'ai eu peur de le faire et je m'aperçois que ça... Est-ce que vous pouvez donner un exemple de ce que vous leur racontez, Sarah? Oui, des choses toutes bêtes. Mais par exemple, faire l'amour, ça va pas de soi, ça s'apprend. Et je leur dis, apprendre d'abord à se faire toucher, à toucher l'autre, l'intimité, parce que pour eux, si vous voulez, c'est des idées. Bon, sauf quand ils regardent des pornos. Mais pour eux, c'est des idées abstraites. Et ils connaissent les mots, mais ils connaissent pas la réalité. Et donc, il faut les confronter à la réalité. Par exemple, c'est pas grave, on peut se caresser, il y aura pas d'effet secondaire. Mais je dis, mais vous savez que les fluides, ça coule de partout, et que quand ça coule, ça leur venait même pas à l'idée. Et je leur dis, mais si, tout ça, c'est vivant, ces petites bêtes, et c'est comme ça que vous vous retrouvez enceinte sans vous en douter. Donc, il faut les confronter à des réalités, et ils accueillent cette réalité. C'est ça que je trouve. Et alors après, il y a toujours un moment de silence. C'est très drôle. C'est ce moment de digestion de l'information où vraiment, ils ne s'y attendent pas du tout. Alors, 14 ans, c'est quand même un peu tôt pour aller leur expliquer que dans le sperme, il y a des petites bêtes et que ça peut... C'est peut-être un peu tôt, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie Audugé? En fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses dans le témoignage de Sarah. La première chose, c'est qu'effectivement, déjà, ils ont 14 ans, donc on est en 4e ou 3e. C'est l'âge où, effectivement, on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est l'entrée dans des pulsions sexuelles. Et puis, ensuite, ils seront au lycée. Au lycée, on sait que les années lycée sont les années des premières expériences sexuelles. Il y a effectivement un enseignement qui est celui de la biologie, donc de la science, qui leur permet de donner du sens, c'est de savoir comment tout cela fonctionne. C'est dans les cours de SVT. Après, qu'il y ait des liens avec d'autres enseignements, notamment le français, par des œuvres littéraires, ça, oui. Après, moi, je suis beaucoup plus partagée. Réservée, oui. Réservée, voilà, c'est bien le terme. Par le fait d'exposer sa propre histoire personnelle. Je pense que c'est pas le rôle d'un professeur. Le professeur, il est là pour instruire des savoirs qu'il détient, qui ont été validés par soit une certification, soit par un concours. Et à ce titre-là, le professeur, il doit transmettre un savoir pour lequel il a été évalué et validé. Or, le savoir sur ce qui est bon ou pas bon de communiquer à un jeune sur les enjeux ou les risques de la sexualité et comment l'aider et lui répondre à ces questions, c'est une compétence à part entière, c'est une compétence qui relève de la médecine, de la gynécologie, de la pédopsychiatrie, de la connaissance de comment on peut informer sur la sexualité. Et je ne pense pas qu'on puisse s'autoproclamer capable de parler de sexualité à des adolescents, et je ne pense pas qu'un professeur soit légitime à exposer à des élèves sa propre expérience et ses propres expériences sexuelles. Je vais même dire qu'il me semble que ce n'est pas autorisé dans les circulaires en vigueur actuellement. Non, mais le problème surtout, Sarah, c'est que vous parlez à un groupe, et parler à un groupe de sexualité, c'est finalement exciter de manière assez directe ce groupe, une excitation qui n'entraînera pas forcément évidemment une sexualité immédiate, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça excite. Donc je crois que c'est pas autant. C'est formidable si vous avez un ado en particulier qui vient et qui a besoin de vous parler et que vous l'écoutez et que vous lui répondez, mais je suis pas sûre que dans un groupe ce soit tout à fait adapté, Sarah. C'est intéressant ce que vous dites, mais en fait, on suit le groupe dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une question qui se pose. C'est un peu comme des prédateurs.
il y a un prédateur qui avise une proie, il va dessus et tous les autres vont dessus. Et on voit bien que tout le monde attend que il y en ait un qui pose la question qui les concerne, après ils se jettent tous dessus et on voit qu'il y a une vraie envie de réponse et qu'ils n'osent pas en fait les poser à d'autres personnes. Et par ailleurs, moi c'est des questions que... J'entends ce que vous dites, Sarah, mais encore une fois, qu'à 14 ans, on se pose des tas de questions, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il faut pour autant leur répondre de manière aussi concrète, aussi explicite? C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'on tue un peu aussi l'imaginaire de nos enfants, de nos ados. Moi, je suis, et pourtant Dieu sait si je parle de sexualité tous les jours, mais on parle entre adultes. Il faut bien comprendre que à 14 ans, on a encore un psychisme qui n'est absolument pas. Vous comprenez? Et c'est en ça que dans le groupe, peut-être oui, qu'il y en a un ou deux qui vont pouvoir suivre et qui ne vont pas. Mais je pense que les plus pudiques, par exemple, peuvent être un petit peu perturbés par tout ça. Mais encore une fois, je ne suis pas là, donc moi je donne l'information parce que j'essaye d'être la plus objective possible, autant qu'on peut l'être quand on parle de sexualité. Non, mais je pense que vous avez raison, Brigitte. Nous, on arrive à la même analyse et à la même avec les scientifiques avec lesquels on a travaillé. Il y a exactement ce que vous évoquez, c'est-à-dire que de toute façon, les termes de la sexualité et de la relation sexuelle excitent à 14 ans, ce qui est normal. Oui, mais même adulte d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais encore, je dirais que là, à 14 ans, ils sont en pleine... Ça remue. Ils remuent beaucoup, donc ça va effectivement avoir un effet d'excitation, un effet d'incitation, même involontaire, je veux dire, bien sûr. Et puis ça peut évidemment en choquer certains qui ne pourront pas le dire, parce qu'ils sont plus timides, plus gênés. Après, je pense que peut-être pour dire aussi à Sarah, parce qu'on voit bien que Sarah a l'intention d'aider. Un bon sentiment. Voilà, que l'intention d'aider, c'est que par contre, je crois que la génération d'aujourd'hui, donc c'est vrai en deuxième partie de collège, donc 14-15 ans, et puis au lycée, ce sont quand même des adolescents qui vont pas très bien, souvent. Et je crois que ce que les professeurs peuvent faire dans leur rôle, c'est quand ils identifient que sur ce registre-là, un enfant va mal, enfin un ado va mal, soit une jeune fille, vous sentez qu'elle va pas bien, soit un jeune garçon, vous sentez qu'il va pas bien parce qu'il se pose des questions, peut-être par rapport à son orientation, eh bien, peut-être là, parler individuellement et peut-être avoir dans l'établissement un espace, peut-être avec une infirmière scolaire, quelqu'un qui est formé à cette discussion pour justement peut-être prendre en charge ce jeune ou peut-être à deux ou à trois ou avec un ami, avoir un espace pour répondre à ces questions là de manière beaucoup plus individualisée. Ça me semblerait peut-être plus adapté pour aider. En tout cas, merci Sarah d'avoir réagi, parce que moi ça fait avancer le sujet du jour. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Sophie Audugé, autrice de ce livre L'éducation sexuelle à l'école aux éditions Artege, et on se rend compte que c'est quand même un sujet très complexe et très compliqué. Mais on continue, on va continuer avec Émilie notamment. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Eh bien allez-y, on vous écoute. Vous avez 3 enfants, Émilie, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'ai 2 filles de 9 ans, 12 ans et un bébé qui va avoir 2 ans bientôt. Donc du coup, voilà. C'est un garçon, le bébé? Oui, c'est un petit garçon, le dernier. Bon. D'accord. Bon, donc vous avez les deux sexes. Et... Voilà. Et moi, c'est vrai que du coup, je parle assez facilement d'éducation avec mes filles. J'ai pas trop de tabou. Je fais évidemment attention avec les mots adaptés, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que si elles ont des questions, je leur dis, vous me les posez, il n'y a pas de souci. Et puis, j'essaye d'y répondre au mieux. Donc là, j'ai ma fille qui est en 5e, qui est donc au collège. Et l'année dernière, en 6e, il y a une l'infirmière scolaire. Elles ont eu une heure. Donc il y avait les garçons d'un côté et puis les filles de l'autre. Et elles ont pu poser toutes les questions qu'elles voulaient.
Donc l'infirmière leur a dit, il n'y a aucun tabou, vraiment, toutes les questions sont les bienvenues, j'y répondrai. Et elle m'a dit, c'était vraiment très intéressant, on a appris plein de choses. Elle me dit, des fois, il y avait des questions qui étaient, oh maman, ça faisait trop bizarre. Et l'infirmière, elle a répondu. Donc du coup, on en a assez longuement parlé après. Alors c'est intéressant parce que quand elle vous dit ça faisait vraiment bizarre, ça veut dire que c'était forcément une question qui l'a perturbé un peu. Elle vous a donné un exemple d'une question qui lui faisait bizarre, comme elle dit ? Oui, alors je ne sais pas si je peux dire le mot à l'antenne. Mais si, allez-y. En fait, ma fille, elle me dit, il y a une copine qui a dit, voilà, une fois j'ai regardé un film et on voyait la fille... elle suçait le garçon et apparemment, quand on suce un garçon, le sexe, il devient tout dur. Ah, ok. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, l'infirmière a répondu quoi? Donc, elle m'explique ce que l'infirmière a répondu. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, l'infirmière? Elle a expliqué que, voilà, que quand un garçon donc avait une érection, le sexe se durcit et puis... Que donc du coup voilà, c'est pour ça que le sexe devient dur. Après c'est vrai que elle était assez surprise que elle avait déjà vu ce genre de film. Bon, elle a dit que c'était avec son grand frère qui regardait sur internet. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que même en 6e, en fait, ils connaissent déjà plein de choses sur en tout cas, c'est là où on voit ce que vous disiez, Sophie Audugé, c'est que finalement, votre fille qui a 12 ans, elle n'a jamais vu de porno, sans doute, et tant mieux. Et elle se trouve confrontée à une question d'une autre qui a vu en plus du porno avec son grand frère. C'est bonjour. Enfin bref, on voit bien que là, il y a en effet un problème de familial. Et finalement, elle entend quelque chose qu'elle n'avait pas besoin d'entendre et qu'elle avait peut-être pas envie d'entendre. Et d'ailleurs, quand elle dit ça fait bizarre, on voit bien qu'il y a de la gêne derrière tout ça. C'est vraiment le questionnement, hein. C'est vraiment pour ça que vous avez eu envie d'écrire ce livre, j'imagine. Oui, absolument. C'est vrai que le témoignage est vraiment très caractéristique. C'est-à-dire, d'un côté, on a une maman qui fait tout bien. Voilà, qui fait tout bien, l'éducation, qui précise qu'elle n'a pas de tabou, etc. En fait, il ne s'agit pas de tabou. C'est pas une question de tabou du tout ici. C'est une question de qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour un enfant dans son développement. Est-ce que ce qu'on va lui transmettre comme information va l'aider à grandir ou va entraver son développement? Là, dans l'exemple qui est donné, qui est caractéristique, on est dans le cadre qu'évoquait également une autre personne qui est intervenue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une enseignante qui laisse les enfants poser les questions sans aucune restriction, quelle qu'elle soit, et en plus il répond. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle va soumettre toute une classe à des questions parfois d'un seul élève sur un sujet qu'elle a interdiction d'aborder à cet âge-là parce que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. C'est dangereux pour son développement. Ça va provoquer plusieurs choses. D'abord, ça va exciter les élèves puisqu'il va y avoir évidemment des termes qui sont excitants à cet âge-là, que ce soit sexe en érection, sucer, éjaculer, etc. On les connaît bien. Et elle va obliger d'autres élèves qui ne demandent rien, qui potentiellement n'en sont pas là, ils sont en 5e, donc ils sont vraiment dans la limite des 12 ans. On a du 11 ans, du 12 ans, en fonction, vous avez des fois des élèves qui ont un an d'avance ou qui sont de la grande fin de l'année, etc. Et elle va contraindre des élèves qui ne demandent à rien dans un enseignement obligatoire dont ils ne peuvent pas s'extraire, on leur demande même pas de consentir à recevoir cette information-là, à parler d'un réel sexuel adulte qui est caractéristique de la pornographie. Puisque là, on fait état d'un... Donc, il y avait deux choses à faire. La première, c'est qu'évidemment, l'infirmière n'avait pas à poser cette question. Elle n'avait pas à y répondre. Par contre, elle avait à prendre en charge cet enfant qui a posé cette question. Elle avait à prendre en charge cet enfant. Qui est certainement en lui demandant, en difficulté avec son grand frère. En lui demandant qu'est-ce qui s'est passé. Et elle aurait su à ce moment-là que cet enfant avait été soumis à des contenus pornographiques. Et soumettre un enfant mineur à des contenus pornographiques, c'est un délit. Voilà, c'est un délit. Il faut prévenir le procureur de la République. Je le dis parce que on essaye de faire croire que les propos que nous on tient, ce sont des propos réac, fachos, je ne sais pas quoi. La réalité, c'est que les enfants qui vont être soumis à ce réel sexuel adulte
peuvent avoir des conséquences traumatiques réelles sur leur vie et leur développement. En même temps, j'ai envie de rassurer Émilie parce que votre fille vous en parle, votre fille, vous avez fait tout ce qu'il faut bien. Donc, oui, Émilie a pu en discuter avec sa fille, mais tous les autres enfants qui n'ont pas discuté avec les parents. Je suis d'accord avec vous, mais rassurons Émilie parce que sinon la pauvre, elle va être dramatiquement inquiète. Non, Émilie, je pense que votre fille, du fait qu'elle vous en parle et du fait que vous avez pu l'écouter et la rassurer, il n'y a pas de souci. Mais en effet, il y a peut-être d'autres enfants qui ne pourront pas en parler à leurs parents et qui vont peut-être avoir des choses qui vont être pas très claires dans leur tête. Voilà. Mais en tout cas, merci de votre témoignage, Émilie, parce que là, on est réellement dans un cas très concret et qui montre bien que, encore une fois, on fait un peu n'importe quoi tout en pensant bien faire. Oui, et c'est la caractéristique justement de ce qu'évoquent les pédopsychiatres sur le traumatisme que ça peut provoquer. C'est justement parce que l'enfant ne pourra pas en parler. Et dans une classe, on n'a pas 100% des enfants qui pourront expliquer ou exprimer ça à leurs parents. Merci beaucoup, Émilie. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil et puis vous continuez bien sûr à réagir sur Sud Radio 0826 300 301 tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte. Eh bien, on va partir sur le Sexo Conseil du jour. Je vous propose un déshabillage à l'aveugle. Ça peut être assez drôle et on sait que dans la sexualité adulte, bien sûr, on parle de sexualité adulte, rassurez-vous, Sophie Dugé, s'amuser un peu, ça rend la sexualité plus intéressante et en tout cas, ça c'est important. Donc, je vous propose que l'un des deux soit déshabillé par l'autre qui sera aveugle, donc il y aura un bandeau sur les yeux et donc à partir de ce moment-là, eh bien ça rend l'exercice assez drôle et en même temps ça peut être érotique. On peut aussi lui attacher une main, par exemple, pour qu'il n'ait qu'une seule main, pour compliquer le jeu. Enfin bref, le but c'est vraiment que ce soit un déshabillage qui ne soit pas si simple que ça, mais qui soit évidemment amusant. Ça peut provoquer des réactions tout à fait intéressantes entre vous, voilà. Et alors après vous pouvez tirer au sort sur celui qui va avoir la difficile tâche de déshabiller à l'aveugle ou faire une fois l'un, une fois l'autre. Voilà le Sexo Conseil du jour. On continue avec Sandra qui est avec nous. Bonjour Sandra. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Merci de me faire participer à votre émission qui est super intéressante aujourd'hui. Je vous en prie. Qui me touche énormément. Puisque aujourd'hui, moi j'ai deux grandes filles, une qui vient d'avoir 18 ans, qui maintenant est seule et étudiante à 100 km de chez nous, et puis une très grande qui a 25 ans. Et concernant leur éducation entre guillemets sexuelle et affective, on a cru faire de notre mieux et aujourd'hui on s'aperçoit que eh bien on a deux jeunes filles malheureuses au cœur brisé. Parce que qui se retrouvent avec, comment dirais-je, des partenaires qui sont c'est une horreur. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de crier haut et fort, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sortent plus. Alors, ils ont des rapports et des relations sexuelles ensemble, pour l'une et pour l'autre. En plus, elles sont en peine de cœur en même temps, les deux sœurs, donc c'est très bien. Et les garçons ne supportent plus l'engagement, ne supportent plus. Alors, ils disent, alors ils ont des relations, mais par contre, ils ne sortent pas ensemble. Voilà, ça c'est la nouvelle mode. Le mot sortir ensemble, ça leur fait très très peur. Ils ont peur de l'engagement. Alors l'engagement, entre guillemets, à 25 ans, bon, je peux comprendre, 18 ans c'est encore autre chose. Mais donc en fait, ils multiplient les expériences sexuelles. Les garçons c'est très très difficile en ce moment. Et les filles souffrent énormément. Moi hier, j'avais ma fille de 18 ans au téléphone, elle était avec deux autres copines. Elles étaient toutes les trois en peine de cœur. Là, toutes les jeunes filles que j'ai autour de moi se font malmener, entre guillemets, par les garçons. Alors, voilà. Là, je me demande qu'est-ce qu'on a raté. Nous, on a essayé de donner l'exemple. Non, mais Sandra, d'abord, vous avez fait ce que vous avez pu et vous l'avez certainement bien fait, mais aucun parent n'est parfait, de toute façon. Et puis ensuite, même si on fait tout bien, on n'échappera pas à nos enfants qui auront des peines de cœur, de toute façon. Non, mais les peines de cœur, je suis d'accord, Brigitte. Mais là,
là, ça devient un fléau. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de maltraitance dans les jeunes couples. Sandra, j'entends la même chose de la part de parents qui ont des garçons, qui se retrouvent le lendemain accusés d'avoir abusé de la jeune fille. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est quand même curieux ce qui se passe aujourd'hui entre les... C'est un réel problème de communication entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, dans les couples en général. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que, en réalité, je pense qu'on devrait tous être concernés, aussi bien l'école que les parents, que la société. Il n'y a pas. Est-ce que l'école a un rôle à jouer? Oui. Est-ce que les parents ont un rôle à jouer? Oui. Est-ce que la société a un rôle à jouer? Oui. Tout le monde. On est tous acteurs en réalité. Si on veut faire changer les choses, si on veut, parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la bienveillance. On est bien d'accord. Mais oui, on est bien d'accord. Et dire que l'école a un rôle unique, non. Mais elle doit être soutenue par le rôle des parents et la société doit nous soutenir aussi. Et là, je pense que ça part en live, comme disent les jeunes, ça part mal parce qu'il y a un discours à l'école qui est, je ne sais pas, en fait, le discours, soit il n'est pas clair, soit il est, moi je vois, mes filles, je me souviens, elles rentraient à des cours d'éducation sexuelle entre guillemets. En riant, en disant ouais mais tout ce qu'on a appris de toute façon on sait déjà, c'est nul. Donc après on a la société avec les réseaux sociaux et puis le discours qu'on entend, le discours général, etc. Je pense qu'on doit tous être concernés en fait par l'éducation affective et sexuelle de nos enfants. Et Sophie, merci en tout cas Sandra, et on entend, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, hein, on a quand même bien raté les choses. Sophie Audugé, qu'est-ce que vous avez envie de dire à moi Sandra? j'ai envie de dire courage à Sandra parce que j'ai envie de lui dire que j'ai la même à la maison, donc je vois bien de quoi elle parle. C'est vrai que c'est compliqué pour les jeunes aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué pour les jeunes filles, c'est vrai. Les chiffres malheureusement sont têtus. La santé mentale des ados des 15-20 est catastrophique puisqu'elles se sont pris en plus le Covid en pleine période où elles étaient en 4e ou 3e, à un moment où elles devaient être en sociabilité maximum. Et puis il y a effectivement, faut le dire, hein, cette sexualisation permanente dans la société de toutes ces images, de ce vocabulaire aussi, c'est-à-dire que la génération, en tous les cas de la petite de Sandra, c'est-à-dire qu'à 18 ans, là aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a fait partie de cette génération, elles se sont fait traiter de pute en permanence dans les couloirs des établissements, sous prétexte qu'elle lui regardait un garçon, qu'elle le regardait pas, ou qu'elle lui répondait pas, ou qu'elle lui répondait mal, etc. Donc il y a cet environnement d'hypersexualisation, cette relation, ces relations tout à fait sans affect, et puis on a oublié nos jeunes, on a oublié d'informer sur la sexualité, mais dans la relation à l'autre. C'est-à-dire de savoir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte, plusieurs fois, et souvent on a parlé en antenne, c'est-à-dire parler de ses émotions, parler de l'affectif, dire ce que l'on ressent pour l'autre, etc. Et cette relation d'altérité où on a le sentiment parfois qu'une partie des garçons n'ont pas envie de ça parce que finalement c'est plus cool d'aller avoir une petite expérience comme ça à droite à gauche, puis de jouer aux jeux vidéo et puis en même temps d'avoir du porno. Donc oui, je pense qu'il y a quelque chose à réparer. Aujourd'hui, on a une génération qui est particulièrement touchée, qui est celle des 18-25 ans. Je pense qu'il faut qu'elles travaillent sur leur confiance en elles. C'est important qu'elle travaille sur la relation. Il faut rester positif parce qu'effectivement, des peines de cœur, il y en aura d'autres. Mais c'est vrai que je pense que dans cette réflexion qui est celle de l'éducation nationale aujourd'hui sur ce que moi je me refuse d'appeler une éducation à la sexualité, mais une information sur la sexualité, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel qui est la relation à l'autre, l'échange, l'altérité, et ne pas leur raconter ce qu'ils savent déjà. Et effectivement, elle a tout à fait raison. Dans le témoignage de ses filles, les jeunes reviennent en disant mais oui, bon bah le préservatif, oui je sais comment on fait, je sais. Voilà. Par contre, l'importance de son rapport à soi, de l'engagement de son corps quand on se donne à quelqu'un, ça on n'en parle jamais.
et on n'aide pas les jeunes à réfléchir sur ce que ça signifie dans la relation avec... Oui, mais et puis il y a quelque chose, les enquêtes le montrent, quand on lit tout ça, Sandra, c'est que, encore une fois, oui, les jeunes filles, elles recherchent l'amour, elles recherchent une relation où il va y avoir de l'engagement, et les jeunes garçons, ils recherchent du sexe, et c'était comme ça il y a 50 ans, c'est encore comme ça aujourd'hui, et il faudrait peut-être arrêter de croire que les garçons et les filles aujourd'hui recherchent la même chose, parce il y a une égalité entre les hommes et les femmes, et c'est tout ce problème, Sandra. Je crois, bien sûr que je comprends la peine du parent qui voit ses deux filles souffrir, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps, et ça sera certainement comme ça encore dans je ne sais combien de siècles. Mais si on parlait un peu plus d'amour et moins de sexe, la société irait peut-être un peu mieux, parce que malgré tout, ces jeunes garçons qui font souffrir vos filles, dans 10 ans, ils seront peut-être en train de m'appeler parce que ils n'ont pas assez écouté leur femme qui les a quittés. Non, mais je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites, Brigitte, et également Sophie, évidemment, à 100%. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas tellement peinée par rapport aux peines de cœur, parce que ça, je le comprends. Moi, je l'ai vécu, c'est de tout temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des si beaux poèmes qui ont été écrits. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tellement le problème de cœur, c'est cette espèce de mutation psychologique qui est en train de se créer chez les filles. Qui sont dans l'adaptation de cette ambiance malsaine de sexe, et il y a des jeunes filles elles se pervertit entre guillemets, elles deviennent et là moi je vois par exemple les réactions de mes filles, l'une en particulier qui me dit c'est pas grave, moi de toute façon ça développe l'esprit de vengeance, ça développe l'esprit puisque c'est comme ça, moi aussi je vais me comporter comme un mec et je vais baiser tous les mecs entre guillemets. Mais c'est moi aussi et elles le font. Non, mais le pire c'est que c'est ce que je veux dire, c'est que on va pas dans le bon sens, on est en train de faire les choses à l'envers là. Mais Sandra, en même temps, elles vont faire leurs expériences, c'est pas forcément grave. Ce qui est grave, c'est que à cause du porno, de nombreuses jeunes filles croient que dès le premier soir il faut tout faire, fellation, sodomie, etc. Donc ça c'est le problème de la performance, et après elles ont plus du tout envie de tout faire, et c'est comme ça que le garçon la quitte pour une autre. C'est tout ça que véhicule aussi la pornographie. On le sait. C'est pour ça qu'il faut revenir à c'est encore vachement masculin toute cette histoire là. On est d'accord, mais on avance, Sandra. Mais je trouve que Sandra quand même, pardon Sandra, mais on voit bien que dans l'éducation que vous avez donnée à vos filles, en fait, vous voyez, cette éducation, vous la poursuivez. Il y a bien un rôle des parents, c'est-à-dire les valeurs qui sont les vôtres, l'importance que vous voulez leur transmettre, de l'importance de se respecter soi-même, de s'aimer soi-même, de ne pas tomber là-dedans, de ne pas aller vers des valeurs qui ne sont pas les leurs, etc. Ces discussions que vous avez avec elles, ça veut dire que d'abord vous avez du dialogue avec vos filles dans ces situations difficiles, et elles entendent ce que vous leur dites. Et je crois que Brigitte a raison, qu'elles le disent par acte de vengeance, qu'elles le fassent un peu. Ça va faire partie d'un processus qui est le leur, et elles vont ensuite revenir à ce qu'elles veulent être, à la personne qu'elles veulent être. Et nous, nos rôles de parents, nos rôles d'éducateurs, c'est de leur dire: trouvez la personne que vous voulez être, la personne que vous allez aimer être, les valeurs que vous voulez représenter, et faites les vôtres et suivez votre chemin comme ça. Et si elles arrivent à quitter quelqu'un qui les aime mal ou qui leur fait du mal, c'est tout l'essentiel. Voilà ce qu'il faut qu'on puisse transmettre à nos filles, et à nos fils d'ailleurs aussi. C'est à partir du moment où la personne avec laquelle tu vis te fait pas du bien, te fait du mal, te respecte, tu la quittes. Voilà, il faut avoir ce courage-là, et ce courage-là, ça demande énormément de courage, on le sait, et donc ça signifie d'avoir pris le temps de se connaître, de savoir qui on voulait être, la personne qu'on voulait être, les valeurs qu'on voulait défendre, ce qu'on était prêt à accepter ou pas accepter, et à se faire confiance dans la relation à l'autre. C'est pas simple, on sait que des fois il faut presque une vie pour ça, donc voilà, je pense que le fait que vous puissiez avoir ces discussions-là avec vos filles, et qu'elles se sentent tout à fait libres de vous dire: écoute, je vais aller faire un peu n'importe quoi avec n'importe qui, parce que comme ça
ça, moi aussi je vais jouer à ça, eh bien je trouve que c'est quand même très bon signe de votre relation. Je suis d'accord. Si je peux me permettre, je sais pas, Brigitte. Tant mieux, moi votre raisonnement me rassure quelque part. Après, le truc c'est que on est quand même plusieurs acteurs à jouer sur l'influence qu'on peut avoir sur la sexualité et l'affectif de nos enfants. Et j'ai le sentiment que nous, en tant que parents, parfois on est bien seuls et que la société, l'école, enfin tout le reste happe nos enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le sentiment que le discours que j'avais était une miette de pain par rapport à... Non, croyez pas ça. Alors là, je peux vous rassurer, quand les parents comme vous ont les confidences d'une jeune fille de 18 ans, c'est qu'ils ont fait vraiment bien leur boulot. Donc vous avez aucune inquiétude à avoir, Sandra. Et c'est vrai que c'est un boulot à plein temps. Vous avez raison, c'est un boulot à plein temps, de plus en plus dur, et tous les parents nous le disent. On a énormément de témoignages sur les associations avec lesquelles on travaille. Vraiment, courage aux parents, continuez, parlez à vos enfants, partagez les valeurs, laissez-les s'exprimer et ça va le faire. Ça le fait. Merci Sandra, en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. On va conclure avec Laurence, qui est enseignante également et qui veut témoigner dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on est en fin d'émission. Sophie Audugé, je rappelle que ce livre, L'éducation sexuelle à l'école, c'est aux éditions Artege. Vous évoquez en long, en large et en travers d'abord toute l'évolution de l'être humain, de la naissance jusqu'à l'âge adulte, avec donc des repères. Je dirais que je peux conseiller à toute personne qui s'intéresse justement à l'éducation, à l'affectif et à la sexualité peut avoir toutes les informations grâce à cet ouvrage. Peut-être que ce serait bien, je ne sais pas, de le diffuser dans les écoles, parce que quand on entend tous les témoignages depuis 14 heures, on se dit qu'il y a du boulot. Bon, Laurence, vous êtes enseignante également. Merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour, je suis enseignante et je suis maman de 3 enfants, garçons et filles, entre 20 et 30 ans. Donc, c'est dire si je connais mon sujet. Oui. Et ça fait surtout 28 ans que j'enseigne. Et j'ai lu le livre. Ah, félicitations. Donc, je dois dire que ce livre est extrêmement précieux. Malheureusement, alors, pour le sujet dont vous avez traité aujourd'hui, effectivement, je dirais bonne question, mauvaise réponse. Effectivement, on est dans une société de plus en plus sexualisée, où les enfants, moi je peux en témoigner, dès la maternelle, voient des films porno, font des dessins extrêmement explicites, etc. Je dirais pas que c'est tous les jours, mais ça arrive, et ça arrive de plus en plus fréquemment. Par contre, moi je suis enseignante et je suis fatiguée d'être en charge de corriger tous les travers de la société. Et là, en plus, quand je dis mauvaise réponse, c'est qu'on pense que en faisant 3 lignes dans les programmes scolaires, on va régler le problème. Non, on ne va pas régler le problème en confiant aux enseignants, qui sont, je le rappelle, de moins en moins formés, une question aussi sensible. Et c'est pour ça que c'est essentiel que les enseignants lisent ce livre. Malheureusement, les enseignants du public, que je connais bien, puisque moi j'exerce dans le public, sont souvent très sensibles au d'où tu parles. Et donc, il va suffire que l'on voit marqué SOS éducation, je le déplore profondément parce que moi je ne suis pas construite comme ça, pour que certains se méfient. Et c'est là qu'on en va aller à la catastrophe, puisque on l'a vu, avec cette enseignante qui disait en collège et pouvoir parler librement à ses élèves, etc. Il y a chez l'enseignant la volonté de sauver le monde, donc de se dire que oui, il faut absolument diffuser l'information, l'idée que l'émancipation par le savoir fonctionne à tous les coups et que plus on sait, mieux c'est. Et là, je crois que la démonstration des spécialistes dans l'ouvrage démontre que à chaque âge correspond une quantité de savoir et un type de savoir. Et puis moi, je revendique mon droit à l'incompétence. Et à ma place, je préférerais qu'il y ait plus de psychologues, plus d'infirmières, plus de médecins scolaires qui soient à même d'avoir en relation duel des échanges avec les enfants qui sont en demande. Voilà, donc je fais un peu la synthèse de tout ce qui a été dit, mais vraiment, ce que j'ai retiré de ce livre, c'est que tous les enfants ne sont pas prêts à tout entendre, que nous, par contre, on doit recevoir et agir face à toute parole qui serait inquiétante sur ce que vit l'enfant. Et c'est là où on n'est pas bon.
C'est là où on est on ne sait pas entendre, on ne nous forme pas à repérer et surtout on n'a pas les spécialistes immédiatement disponibles. À cela se rajoutent les problèmes de la justice des mineurs, de l'aide sociale à l'enfance, tout ça qui dysfonctionne. Donc effectivement, tout va plutôt mal pour les enfants en détresse, mais je ne suis pas, moi, enseignante, la réponse. Il y a bien d'autres choses à mettre en place. Et qu'est-ce que vous pensez que la société peut mettre en place? Parce que, bon, on l'a entendu, on a eu des parents qui sont responsables, qui ont fait leur boulot. Heureusement, la majorité des parents, quand même, sont là. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a 3000 ou 4000 enfants qui sont dans des familles toxiques et on ne trouve pas de foyer pour les sortir de ces familles toxiques. Donc, on les laisse dans des familles toxiques. Enfin, on a 160 000 enfants abusés chaque année, c'est les chiffres de la Civis. Donc on voit bien qu'il y a quand même, et comme je le répète à longueur de temps, les enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Donc pourquoi on n'essaye pas d'améliorer la société qui va déjà pas très bien? Oui, alors il y a aussi qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, Laurence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà être lucide sur les idéologies à la manœuvre derrière, parce qu'il faut bien se dire que ceux qui étaient les pétitionnaires de 77 sur la non-criminalisation des rapports avec les enfants de moins de 14 ans, ils sont toujours là et ils continuent à travailler quand même. Donc il faut nous adultes être informés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber à bras raccourcis sur le premier enseignant venu qui va parler de la reproduction, parce que ça arrive aussi, la reproduction sur le plan biologique qui fait partie des programmes, mais il faut aussi savoir reconnaître quand ça dysfonctionne et c'est rare, mais ça arrive. Et moi je pensais jusqu'à très récemment, je n'avais jamais rencontré le cas dans mon métier d'éducation sexuelle un peu poussée et connotée. Sauf que maintenant je sais que c'est vrai parce que des cas m'ont été rapportés et avérés. Donc voilà, vigilance des parents et s'informer. Les enseignants doivent s'informer. Ils doivent savoir par exemple ce que c'est que l'EVRAS. Qui via l'Europe nous influe, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui par exemple a démarré en Belgique et qui fait des ravages avec des profs terrorisés, avec des choses autour de la théorie du genre, etc. Donc il y a quand même des grands mouvements idéologiques qui sont derrière. Et je crois que ce livre est salvateur. Voilà, et qu'il ne faut pas étiqueter de réac comme on le fait, de salir ses auteurs, parce qu'il y a beaucoup à apprendre dans cet ouvrage. Voilà. Merci Laurence. Merci à vous. Merci beaucoup. Non, je crois que c'est important le témoignage de Laurence, justement parce que nous, quand on a commencé à travailler sur cette question-là, en fait, on espérait que les cas qui nous soient remontés soient des cas exceptionnels, que vous savez, la fameuse formule des faits divers. Bon, le fait est qu'on voit bien qu'il y a une intention derrière qui est effectivement un courant idéologique qui consisterait à projeter une sexualisation précoce des enfants. Évidemment que la fameuse pétition publiée dans Le Monde et dans Libé en 77 pour soutenir évidemment la Maznef et les autres sont encore en vogue aujourd'hui. Et c'est aussi ça l'enjeu. C'est pour ça que nous, quand on a travaillé sur ce sujet-là, notamment sur la partie de l'enfance, et c'est comme ça qu'on a commencé l'émission, on a voulu se distinguer et rejeter catégoriquement ce vocable de sexualité infantile pour parler de sensorialité. Et puis ensuite, sur la partie des adolescents, regardez vraiment comment on peut aider nos adolescents aujourd'hui à passer cette phase pubertaire. Alors, c'est vrai que on aimerait que plus de personnel éducatif se renseigne pour pouvoir éviter de commettre des erreurs. Et là où on rejoint complètement Laurence, ça fait partie de nos recommandations, c'est qu'on s'opposera à tout programme d'éducation à la sexualité qui serait mis en œuvre dans les écoles et qui serait réalisé par des gens qui ne sont pas formés. Aujourd'hui, les gens ne sont pas formés pour prendre en charge cet enseignement sans mettre en danger les enfants. Voilà. Oui, et moi je vais conclure, Sophie Audugé, par quelque chose qui de toute façon est plus proche de mon quotidien, si je puis dire. Moi je parle de sexualité avec des adultes tous les jours et je côtoie beaucoup de sexothérapeutes qui sont censés être formés pour parler de sexualité, et je peux vous assurer que certains, que je n'invite pas évidemment, sont incapables de pouvoir prendre un couple en
thérapie et donner les bonnes réponses et les aider à améliorer leur sexualité, tellement ils sont finalement assez peu formés, parce que finalement être formé pour parler de sexualité, je pense que c'est un long travail, un long cheminement, et je crois qu'il ne faut pas trop se tromper. Je ne pense pas qu'on puisse former si facilement beaucoup de gens pour qu'on puisse donner une éducation et une information à la sexualité à l'école. Donc peut-être qu'il faut faire un tout petit peu marche arrière et parler d'autre chose que du terme sexualité. Enfin, moi, c'est un petit peu en ayant lu votre livre, en ayant écouté tous les témoignages, c'est un petit peu ma conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est exactement la conclusion que j'ai écrite dans le livre, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire bien les choses, il vaut mieux ne rien faire. Sur ce plan-là, en tout cas. Sur ce plan-là, parce que c'est plus dangereux qu'autre chose. Eh ben, ce sera notre mot de la fin. Et puis ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez vous procurer le livre. Il est très 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 complet. Alors ça s'appelle l'éducation sexuelle à l'école. Peut-être que le titre peut être ambigu, hein, mais en tout cas. Les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question. Voilà, le sous-titre éclaire le sujet et on comprend mieux. Merci beaucoup Sophie Audugé. Merci à vous. Vous avez maintenant rendez-vous avec Alexandre Delevanne et demain on sera avec Jean-Charles Bouchou. On parlera de toutes ces violences invisibles qui existent dans la société. Sud Radio, votre avis fait la différence.